BFM Business et CB News présentent Hebdocom, Rebecca Blanc-Lelouch. Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdocom. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Au sommaire de cette émission, le journaliste animateur Guillaume Pley lance son nouveau média 100% digital et ça démarre fort. Et c'est notre invité en première partie d'émission. Une lettre ouverte qui réclame une pause de toute urgence sur le développement de l'intelligence artificielle. Julien Casqui nous en parlera un peu plus dans son journal. Et puis pour finir, la pub ciblée progresse en France en 2022. De quoi s'agit-il exactement? Et puis notre question cette semaine, préférez-vous voir une pub ciblée ou une pub aléatoire? Voici le sondage d'Aris Interactive pour BFM Business et pour Tilder. Voilà le programme, Hebdocom, ça commence. BFM Business, Hebdocom, l'invité média. Je vais tout vous dire. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer déjà pourquoi le QG est arrêté et je vais aussi vous expliquer notre nouveau projet, là où je suis installé aujourd'hui et ce qu'on va lancer dans quelques jours. On a fait cette émission pendant 4 ans avec Jimmy Labeu, avec qui ça s'est très bien passé, pour expliquer les défauts que moi j'ai rencontrés et pourquoi j'ai décidé de faire autre chose. C'est qu'en fait, j'étais bloqué, on n'était pas assez flexible. Du coup, j'ai quitté Webedia au mois de juin, en bon terme, il n'y a pas de problème, ni avec Jimmy Labeu d'ailleurs, pour réfléchir à faire notre média digital. Comme j'aurais aimé suivre en fait. Trop hâte de vous retrouver. Le nom du média, c'est Légende. Bientôt 2 mois depuis le lancement de Légende Média, déjà plus de 30 000 followers sur Insta, presque 70 000 followers sur TikTok et 130 000 abonnés sur YouTube. Avec nous, bien sûr, Frédéric Roy, bonjour. Bonjour Rebecca. Vous êtes rédacteur en chef de CB News et Guillaume Pley, bonjour. Bonjour Rebecca. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste animateur, vous venez donc de lancer Légende, média 100% digital. Vous êtes aussi le fondateur du QG, qui est une émission qui cartonnait, que vous avez animée toutes les semaines sur YouTube pendant 4 ans. Ouais. Dans la présentation qu'on vient d'entendre, vous dites que vous étiez bloqué avec le QG. Ça veut dire quoi et pourquoi lancer un nouveau média alors que vous aviez une émission qui cartonnait? Parce que je fais ce métier pour, tu sais, pour m'exciter intellectuellement tout le temps, pour avoir tout le temps envie d'aller au boulot, etc. Et pour ne pas travailler surtout. Et en fait, le QG, on s'est éclaté pendant 4 ans. Mais je touchais un plafond de verre au bout d'un moment parce que j'avais envie de sortir, envie de faire des reportages. En fait, j'aurais pu continuer 10 ans le QG. Ça fonctionnait bien. C'est des interviews en face à face, dans un studio où on reçoit les gens qu'on aime bien ou intéressants, qui ont vécu des choses incroyables. Donc ça, j'aurais pu le faire des années. Mais quand j'ai commencé à faire des petits reportages avec l'armée, où j'ai pu piloter un Rafale avec l'armée de l'air, vivre des choses à l'extérieur, je me suis dit, mais attends, c'est ça que je veux faire. En fait, je veux faire les deux. Je veux être un peu en plateau et je veux être un peu à l'extérieur dans des reportages. Je veux vivre des choses. La vie, ça passe trop vite. Et 4 ans, je me suis dit, attends, mais si je refais 4 ans, ça va faire 8 ans de QG. Et je me suis dit, attends, est-ce que je vais pas créer quelque chose pour pouvoir faire à la fois des petites interviews, à la fois des reportages et à la fois des émissions délocalisées où je prends le plateau et on va aller un peu partout, quoi. Donc c'est surtout pour les reportages, rien à voir avec Webedia? Ah non, rien à voir avec Webedia. Moi, tout va bien. Vous auriez pas pu le faire chez Webedia, les gens? En fait, si, j'aurais pu le faire chez Webedia. Mais au départ, j'avais même prévu de faire le QG, en fait, d'en faire un média, ouais, au départ. Et il y a aussi une notion d'indépendance. Moi, je suis entrepreneur dans l'âme. Depuis que j'ai 18 ans, je me suis lancé tout seul avec ma petite boîte, etc. Et en fait, j'avais un manque de challenge. C'est-à-dire que tu as envie de te jeter aussi, ouais, tout seul. Tous les entrepreneurs le vivent à un moment donné. Là, tu es backupé, tu as envie de te lancer, tu as envie de te dire, OK, là, je peux y arriver. Je peux vraiment gérer, comme je l'entends, un business. J'ai 37 ans. Je me dis, OK, maintenant, je suis assez grand pour savoir si c'est une bonne idée ou pas de recevoir un tel et de suivre ma ligne édito, quoi. Donc, c'est que pour vous faire plaisir, finalement. Non, ouais. Non, et ça marche, et ça marche. En fait, c'est que quand tu es dans un gros groupe, t'as forcément, tiens, tu veux pas recevoir un tel, ça serait peut-être bien de recevoir un tel. Et c'est être comme indépendant et vous faire plaisir. Ça change tout, ouais. Ça marche, puisque démarrage record, avec plus d'1 million de likes et de 9 millions de vues. Est-ce que c'est un objectif qui a été dépassé? Ouais, on fait 3 fois plus de ce qu'on avait prévu, ouais. On est trop contents. Comment ça se fait? Comment vous l'expliquez? Je sais pas, vraiment, on en parle en plus, on en parlait encore ce matin. J'espérais, j'osais même pas ouvrir la chaîne YouTube. On m'avait dit, attention, 2023, créer une nouvelle chaîne YouTube, il faut mieux prendre ton ancienne chaîne, la renommer, mais c'est chaud, etc. Et en fait, finalement, on se rend compte qu'on est en tendance, on fait des 300 000 vues sur les vidéos, là, en moyenne sur YouTube, donc on commence à avoir des belles vidéos, des 900 000 avec Maes, on a reçu des rappeurs aussi, on reçoit un peu de tout. Et le format fonctionne bien, c'est agréable. 130 000, on a mis une vidéo hier soir qui marche bien avec le protagoniste de Air Cocaïne.
qui fait très peu d'interviews. Et l'avantage du digital, c'est qu'on arrive à avoir ce genre de profil aussi un peu particulier. Pourquoi ? Parce que les invités se sentent plus en confiance, c'est un enregistrement plus confidentiel. Je pense que... C'est aussi parce que vous avez une notoriété grâce au QG. Oui, tout à fait. Et avant, à la radio aussi, j'ai jamais piégé personne dans mes interviews. Et le but, c'est pas d'aller... On l'a reproché aussi, ça. De quoi ? On l'a reproché de ne pas faire la contradiction. Mais c'est un parti que vous prenez. En fait, c'est vrai qu'on me l'a reproché à l'époque quand j'ai fait des QG politiques, QG de campagne, quand j'ai reçu pendant l'élection présidentielle dernière des candidats. Et évidemment, quand tu reçois des gens de droite, les gens de gauche sont pas contents. Quand tu reçois mais en fait, je m'en fiche. Si les gens veulent pas regarder, ils ont qu'à changer de vidéo. Il y a 100 fois plus de contenu en 2 ans sur le digital. C'est-à-dire qu'il y a largement de quoi regarder et occuper son temps de cerveau. Donc si jamais vous aimez pas la vidéo, allez voir ailleurs. Par contre, moi, je vais essayer de proposer à tout le monde. Je pourrais pas toucher la France en une seule vidéo. Par contre, en plusieurs vidéos, je pourrais toucher un peu tout le monde. Et c'est un peu le principe du digital. Et vous êtes plus, plus libre. On en parlait juste avant de rentrer dans le studio par rapport à l'Arcom, par rapport à des tas de réglementations. C'est aussi l'un des avantages qui fait que vous avez peut-être des invités qui viendraient pas sur d'autres chaînes, ou une liberté de parole plus grande que des chaînes classiques. Ou qu'on n'invite pas d'ailleurs sur les autres chaînes. Quand j'ai commencé à recevoir le premier invité qui a vraiment fait connaître le QG, ça a été un membre du GIGN qui raconte comment il a tué les frères Kouachi. Bon, il n'y a pas de chaîne de télé qui parle vraiment de ça. Alors que c'est très intéressant de voir qui est sous la cagoule, d'expliquer les héros aussi du quotidien. Il y a plein de policiers qui sont jamais représentés, des militaires, plein de métiers. Là, j'ai reçu un fils d'agriculteur sur le suicide des agriculteurs qui malheureusement son papa a fait une tentative de suicide. Il est venu le raconter. Il y a plein de métiers qui sont pas représentés sur les gros médias traditionnels, alors que nous, quand on les reçoit, on fait des cartons de vues. J'ai fait 50 millions de vues à peu près sur l'émission avec le GIGN. On a fait des 17 millions sur Facebook, on a fait des cartons. Donc je pense qu'il y a une appétence pour ça, et le digital permet justement d'ouvrir la porte à ces profils un peu... Et justement, différents. Pour les personnes qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer sur le digital, est-ce qu'il y a des règles à connaître ? Non, c'est vraiment une phrase très très bateau, mais je crois que plus on est vrai, plus on est juste, plus on est bon, quoi. Plus ça sonne. Aujourd'hui, les gens ont envie de vrai. Ils ont envie de voir des vraies émotions. Mais des règles imposées par les plateformes. En fait, il y a tellement de plateformes aujourd'hui. Je crois qu'il y avait un reportage qui sortait il y a quelques jours qui disait qu'il y avait 150 000 influenceurs en France. Ouais. C'est énormissime. 150 000 personnes qui en vivent. Après, tout confondu, tout style confondu. Mais ce qui est énorme, quoi. Donc je pense qu'il y en a pour tout le monde aujourd'hui. On est 70 millions bientôt. Je pense que sur toutes les plateformes, on peut se lancer et vivre de ça. C'est génial. Ça laisse la porte ouverte à plein de jeunes qui sont très forts aussi. Et ça veut dire que la vieille télé est morte ou... Ça veut dire que non, je pense que la télé, moi, a toujours un grand avenir. Regardez l'information, moi je suis branché sur BFM, 0 vanne, je le disais avant, c'était là. Je suis branché sur BFM tout le temps, je branche vraiment que la 15, j'allume juste la télé, je touche même plus aux chiffres. Et moi je rate beaucoup l'information. Sinon il y a le sport, pour moi la télé c'est génial. Les grands événements, le direct. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun... Mais pas l'info. Enfin, je veux dire, l'info, documentaire, les interviews, c'est plus pour eux, quoi. En fait, en tout cas, vous faites mieux. En fait, je pense juste que là, un rapport disait qu'il y avait 81% des vues en France, tout confondu, qui étaient faites sur un téléphone portable. Donc en fait, en vrai, parfois, moi, je regarde des replays de BFM sur mon portable. Tu sais, je suis abonné à la page, là, je vois les trucs. Il y a tellement de plateformes aussi qui proposent le flux en continu. Exactement. Ça permet d'avoir un peu les deux, mais ça permet d'avoir d'autres reportages. En fait, aujourd'hui, l'audience est segmentarisée. C'est-à-dire que si tu veux regarder une chaîne qui s'occupe que des ongles, pour les filles qui veulent se faire les ongles, etc., bien, machin, clac, il n'y a que ça. Même pour les ongles, pour les mecs, t'en as maintenant. Justement, vous nous faites un teasing, parce qu'on va parler de la pub segmentée en deuxième partie d'émission. Mais pour revenir sur Légende, sur le QG, vous gagnez de l'argent grâce aux pubs, aux petits partenariats que vous mettiez en dessous des vidéos. Comment ça se monétise exactement? Est-ce que vous faites la même chose sur Légende? Oui, c'est comme en fait, c'est la même chose que le QG ou que tous les gens qui vivent du digital. Il y a de la pub en fait qui est mise automatiquement par les plateformes sur chaque plateforme et qui rapporte de l'argent. Donc plus on fait de vues, plus on gagne de l'argent. Et après, on peut faire des partenariats. Comme en télé, vous avez un écran pub avant la télé de quelques minutes. Nous, on va juste avoir un écran pub de 7 secondes sous le billboard quand il y a marqué Légende, présenté par... Et puis une marque. Et on a reçu Combini dans cette émission qui nous avait dit qu'une bonne partie de leur revenu provenait aussi du brand content. Est-ce que vous en faites? Alors, du brand content, c'est-à-dire? C'est de la vidéo commandée sur commande? De la production? Oui, complètement.
On peut Donc, faire c'est pas du que brand content. grâce aux pubs que vous avez. Ça reste une C'est de pub la en pub. fait. Ça reste une pub, bien sûr. Pour moi, mais alors après, moi, je vous dirai quand j'en aurai fait, mais on est complètement ouvert à ça. Si je dois recevoir, par exemple, quelqu'un, un patron d'un grand supermarché qui nous paye pour le recevoir, on dira, bah tiens, c'est sponsorisé par tel supermarché. Bonjour, Edouard, vous êtes le patron de ce supermarché. Dernière question, que sera Légende dans 5 ans? Waouh. Mon vrai souhait, le plus gros média digital de France. C'est bien dit. C'est mon objectif. Si jamais tu rêves de la place de numéro 1, tu seras numéro 2. Si tu rêves d'être numéro 2, tu seras numéro 3. Autant qu'on rêve d'être numéro 1. Et puis c'est l'objectif. On prend bonne note. Merci. Pour terminer cette interview, Oui. on accueille notre journaliste BFM Business, Julien Casqui, pour son questionnaire. Donc, Bonjour, Julien. Bonjour Guillaume. 10 questions en rafale de minutes. Pas de problème. On lance le chrono quand vous êtes prêts. Quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Eh ben, on lance le chrono, c'est parti. Allez, première question Guillaume Play, votre réseau social préféré? Instagram. Vous passez beaucoup de temps? Oui. Instagram, mais en vrai, YouTube, je vais voir un peu partout, mais Instagram et YouTube égalité. Combien de temps à peu près par jour sur les réseaux sociaux? 45 minutes Ok. Par jour? par jour. Bon, ça va. C'est pas mal déjà. La meilleure interview que vous ayez faite? Le membre du GIGN, on en parlait tout à l'heure. Pourquoi le membre du GIGN, parce que c'est la première fois que j'ai vu quelqu'un de lambda invité sur un plateau, de quelqu'un de pas connu qui raconte quelque chose et qui fait autant de scores que des personnalités, voire plus, et ça m'a fait plaisir. La pire vidéo que vous ayez faite? Waouh, j'en ai fait beaucoup. Hein. Ah, j'ai beaucoup d'échecs. Si Hein. vous deviez en citer une. Ah, je sais même pas. Une qui vous a marqué. Non, Radio, télé, digital, tout. radio, télé, non, en radio, on a fait beaucoup de conneries, hein, donc je saurais même pas te dire, j'en ai beaucoup. Peut-être des clips parodiques un peu nuls, tu sais, ça vieillit très mal les parodies de morceaux, par exemple. Allez, 3 ingrédients pour être un bon animateur. Empathique, je dirais. Ouais. Être empathique, s'intéresser aux gens et être vrai, peut-être. Authentique. Votre personnalité médiatique préférée? Internationale ou française? Elon Musk. Elon Musk, pourquoi? Ouais, parce que je regarde beaucoup de conférences de TEDx, de conférences en tout genre, de podcasts américains, pour voir comment les patrons US voient le business. Je trouve ça très intéressant. On n'a pas du tout la même vision qu'en France. Et je trouve ce mec absolument hors norme. Voilà. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il On va est. en parler dans complètement votre hors norme. journal, Julien. Juste Ah, après. c'est vrai. Ok. Ouais. Le retour à la radio, c'est pour quand, Guillaume Play? Bah, c'est pas prévu, le retour à la radio. Après, ça sera peut-être un retour. Ça, c'est la version officielle. 15 secondes. Non, je sais pas. Non, ça Vous sera dépêchez. peut-être le retour, peut-être un jour en podcast. Peut-être qu'on fera des podcasts avec les gens. Peut-être la semaine prochaine. Voilà. Faut-il interdire TikTok aux moins de 15 ans? On en parle, le gouvernement en parle. Je sais pas, moi je crois pas. Je crois que c'est aux parents d'interdire les choses en fonction de leurs gamins. Ok, sur les influenceurs, un petit mot, plutôt Team Squeezie, Team Booba. Comment vous positionnez par rapport à l'encadrement qu'il y a en ce J'ai vu moment à qu'ils étaient, l'international? que Booba clashait, etc. Mais j'ai pas suivi le truc. Je sais que c'est Bruno Le Maire qui a fait signer quelque chose, mais j'ai pas regardé les vidéos Bon, encore. on va en reparler de toute façon dans le journal. Et votre légende préférée? Votre légende préférée? Clint Eastwood. Clint Eastwood. Ouais. Merci Guillaume Play. On Merci à vous. poursuit avec votre journal, Julien. Vous restez avec nous. C'est parti pour le journal. BFM Business, Hebdocom, le JT de la com. Justement, Elon Musk, Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple, et des centaines d'experts réclament dans une lettre ouverte une pause de toute urgence dans la course à l'intelligence artificielle, Julien. Et oui, Rebecca, une pause d'au moins 6 mois pendant lesquels tous les chercheurs du monde s'engageraient à ne pas développer d'intelligence artificielle plus puissante que ChatGPT-4. Ils évoquent des risques majeurs, et notamment en matière de désinformation. Ils demandent au gouvernement d'imposer un moratoire jusqu'à la mise en place de protocoles de sécurité et la création d'autorités publiques dédiées au contrôle de ces nouveaux outils. Guillaume Play, est-ce que l'intelligence artificielle, ça vous fait peur? Et est-ce que vous pourriez l'utiliser dans vos contenus? Oui, j'ai essayé ChatGPT, je trouve ça incroyable et à la fois flippant. Et je me dis que s'ils veulent faire une pause de 6 mois, c'est qu'ils ont trouvé quelque chose qui les inquiétait. Ils n'ont pas arrêté de recherche. Ça coûte tellement cher que s'ils ont fait une pause, c'est qu'ils sont tombés sur un os. Voilà. Donc ça me fait peur.
En France, les annonceurs désertent Twitter. Depuis le rachat par Elon Musk, les investissements publicitaires ont chuté de 80%. En cause, une montée des faux comptes, des fausses informations et des propos haineux. Les marques ne souhaitent plus être associées à un environnement qu'elles jugent trop risqué. Twitter ne vaudrait plus que 20 milliards de dollars, soit la moitié de sa valeur selon Elon Musk lui-même. Le métaverse bat de l'aile après Microsoft et Tencent. C'est au tour de Disney d'abandonner ses initiatives dans le monde virtuel. Le groupe enterre sa division métaverse à peine plus d'un an après son lancement. Les 50 salariés qui travaillaient sur le projet sont licenciés. TF1 vient de dévoiler ses tarifs publicitaires pour la Coupe du Monde de rugby. Il faudra débourser par exemple 290 000 € bruts pour le spot de 30 secondes lors du match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande et 350 000 € pour la finale si la France se qualifie. Des tarifs qui dépassent ceux du dernier mondial de foot. Lors de la finale France-Argentine, le spot de pub s'était vendu à 330 000 € les 30 secondes. On vous en parle beaucoup dans cette émission, mais c'est cette semaine qu'est arrivé à l'Assemblée nationale le fameux texte visant à encadrer les influenceurs. Et voilà, on en parlait avec Guillaume Play. Les principales mesures, c'est la création d'un statut juridique, l'interdiction de promouvoir la chirurgie esthétique ou encore l'obligation d'indiquer la mention de partenariat. En cas de non-respect de ces règles, l'influenceur risquerait 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Tous les influenceurs, même ceux qui ont peu d'abonnés, seront concernés par ces règles. Guillaume Play, peut-être une réaction? Non, c'est bien que ça soit régulé, je suis complètement d'accord. Par contre, je ne connaissais pas l'histoire, mais je suis complètement d'accord avec ça. Et comme chaque semaine, on termine ce journal par notre campagne chouchou, par la campagne validée par Hebdocom de la semaine. Et cette semaine, on a choisi celle de la SNCF. Et oui, pour son premier spot publicitaire en tant que marque, SNCF Voyageurs regroupe depuis janvier 2020 sous une même bannière les marques Ouigo, TGV Inouï et les TER. Dans ce spot, Rebecca, intitulé Born to be Wild, on y voit 2 motards, casque au vent, tomber en panne. La célèbre musique s'arrête et recommence sur l'image d'un train à grande vitesse qui emmène 3 jeunes de 20 ans vivre leurs meilleures expériences en vacances, en soirée ou en troisième mi-temps avec ce slogan « Et si la liberté, c'était le train ». Cette campagne a été conçue par l'agence Rosa Paris et sera diffusée à partir de ce lundi en télé, au cinéma et sur tous les réseaux sociaux. Merci Julien pour le journal et merci Guillaume Play d'avoir été avec nous. Vous venez de lancer donc Les gens de médias qui est dispo sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube évidemment, sur toutes les plateformes. C'est parti pour le Focuscom. BFM Business, Hebdocom, le Focuscom. On va parler de la publicité segmentée dans cette deuxième partie d'émission. Le syndicat national de la pub télévisée a récemment mesuré son efficacité et on voit qu'elle s'installe de plus en plus dans le foyer des Français puisqu'ils sont 6,6 millions à avoir consenti à transmettre leurs données aux opérateurs télécoms en 2022. Ils étaient 5,5 millions il y a un an. Donc juste pour rappel, le but de la télé segmentée est de diffuser des annonces en fonction de l'âge et du lieu où se trouve le téléspectateur. Donc de ce constat, on a voulu se demander cette semaine si vous préférez voir une pub personnalisée ou une pub aléatoire. Réponse, 60% des Français sondés préfèrent avoir une pub personnalisée. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Pour en parler avec nous, Raphaël Porte, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Altis Media Adzen Connect. Charlotte Ozen, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez Tilder. Raphaël, je commence avec vous. Ce résultat confirme les études du SNPT. Est-ce que c'est un outil qui va bouleverser le marché, la pub segmentée ? Ah oui, je le pense. Il va bouleverser plein de morceaux du marché. Un des morceaux, parce que vous voyez l'étude, j'ai eu la chance de regarder tout à l'heure à quoi ressemblait toute l'étude, on s'aperçoit même que quasiment 80% des jeunes de 18 à 24 ans veulent des publicités qui sont segmentées. Ça veut dire que ces fameux 15-34, 15-24 qu'on a du mal à toucher, mais en fait, on va mieux pouvoir les toucher avec la télévision segmentée. Donc, c'est une des multiples applications de la télé segmentée. La télé segmentée, elle révolutionne un accès aussi au marché. Des petits acteurs peuvent accéder au marché de la télévision directement avec de la télévision segmentée. Je crois qu'il peut y avoir des budgets à partir de 5 000 €. Le ticket d'entrée est très bas. En fait, on cible le plus petit. Je crois qu'il est à 3 000 €. Ouais, c'est assez bas. Après, ça va dépendre de ce qu'on va vouloir. Mais c'est vrai qu'on voit même des marques. Nous, on a une marque automobile qui est venue nous voir en nous disant cette année, j'ai moins de budget.
puisque j'ai moins de budget, ce que je voudrais, c'est m'adresser uniquement à ma cible captive. Je ne vais pas faire du branding, je veux juste m'adresser à ma cible captive et puis l'année prochaine, je repartirai en branding. Et donc, ils nous ont demandé 5 campagnes. Ils me demandent une campagne sur des urbains CSP+, pour une voiture, une campagne pour des familles CSP+, une pour des petits pros, une pour des habitants de villes de 200 000 habitants et une pour des familles CSP+. Voilà, 5 modèles, 5 campagnes, 5 segments. Et c'est génial, c'est autre chose pour faire la télévision. Et alors, côté régie, ça change quoi ? Côté régie, ça veut dire que maintenant, quand on vendait juste de la télévision classique en linéaire, maintenant, on a une approche qui est un peu différente, qui est, vous voulez des GRP, on sait en délivrer. Plus proche du digital, en fait. C'est le mélange. La télé segmentée, j'ai toujours dit, c'est le meilleur des mondes entre le broadcast d'un côté, avec la puissance du broadcast, et la data et la puissance du digital. Donc, la régie est différente, et il faut qu'elle soit, par contre, que ça soit les mêmes personnes qui vendent tout, parce qu'on doit répondre à un brief de cette façon-là. Charlotte, qu'est-ce que ça démontre côté consommateur ? Oui, alors c'est très intéressant. Moi, j'étais assez surprise par les résultats parce qu'on voit en effet qu'il y a une vraie maturité, une vraie appétence pour le fait de bénéficier de publicité ciblée, personnalisée, et que le sujet partage des données qui parfois peut être un peu sensible, là en tout cas n'impacte pas les résultats. Moi, je vois 2 points intéressants. D'abord, je pense que les médias qui ne pourront pas, qui ne feront pas, qui ne proposeront pas ces publicités ciblées, personnalisées, vont forcément avoir un problème à un moment donné avec les annonceurs, puisqu'on voit qu'il y a une vraie appétence et une vraie attente des consommateurs. Les annonceurs vont sans doute de plus en plus faire le choix de ces publicités au détriment peut-être des supports, notamment papier, qui ne peuvent pas le faire. Et peut-être pour apporter en revanche un peu de nuance, ce qui m'interroge, mais c'est un sujet plutôt de société, c'est qu'on est né avec la télévision et avec la culture pub de la télévision, et je me demande si dans 10 ans, elle existera toujours, puisqu'en fait nous n'avons plus accès à une même publicité diffusée à tous, mais chacun avec son catalogue de publicités. Et ça va sans doute impacter aussi la conversation populaire et la culture populaire. Et c'est peut-être d'ailleurs pas une mauvaise chose, mais c'est un élément intéressant que je pense qu'il faut soulever. Alors, je pense qu'en fait, on va continuer à voir les deux. Il n'y a pas de publicité qui tue l'autre. Ça ne peut pas être aussi binaire, je pense, parce qu'on va avoir toujours besoin de campagnes de branding. Je vous parlais de mon annonceur tout à l'heure. Lui, il me dit, je vais revenir avec une campagne de branding qui sera une campagne qui ne sera pas segmentée, mais il va avoir besoin d'activer certains segments. Donc les deux vont cohabiter. Bien sûr, je vais avoir une campagne, je vais pouvoir faire une campagne sur un sujet et puis avoir un packshot qui va être différent en fonction des segments que je veux adresser. C'est vraiment, moi je pense que c'est une révolution. Je vous invite à regarder sur le site du SNPTV. Il y a effectivement tous les résultats de ce qui a été fait. Moi, il y a une publicité qui m'a frappé. C'est un test qui a été réalisé grandeur nature pour Peugeot. Pour Peugeot, on a fait une même campagne qui est partie et il y a eu une campagne complémentaire en télévision segmentée avec un packshot pour aller sur le site internet et faire de la réservation. On a eu 9 fois plus de visites sur le site du constructeur. Qu'est-ce qui a fonctionné ? C'est l'interactivité ? C'est le packshot qui était spécifique, puisque c'était un packshot qui disait pour ce modèle-là, allez sur le site, vous tapez ça et vous y allez directement. 9 fois plus de visites. 38% de pages vues complémentaires versus ce qu'il y a d'habitude et 6 fois plus de visites juste sur le produit. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est une publicité qui a été hyper héroïste. Elle a fait tout ce qu'elle voulait et ça n'a pas empêché en même temps Peugeot de faire une publicité globale de branding. Ça réconcilie, parce que la pub, on est bien placé pour le savoir, très critiqué. Ça peut être aussi une forme de réconciliation, surtout des jeunes générations, avec la pub. Je pense que on l'a vu dans l'étude. Moi, je ne la connaissais pas. Je l'ai aperçu. Je vais m'en servir maintenant dans mes arguments aussi. Mais c'est vrai que ça réconcilie. On est habitué à avoir des publicités qui sont plus adressées. On est habitué au retargeting, enfin toutes ces populations-là. Et je me mets dans la population jeune, même si j'ai quelques cheveux blancs. Charlotte ? Oui, c'est ça. Je pense que la maturité, en tout cas, des consommateurs sur ce marché est allée sans doute encore plus vite que ce qu'on attendait, parce qu'il y a une habitude maintenant au fait d'avoir non seulement de la publicité ciblée par segment de population, mais même personnalisée, individu par individu, et qu'aujourd'hui avoir une publicité complètement déconnectée de ses centres d'intérêt va devenir incongru, incompréhensible, et ça explique, je pense, les résultats de ce sondage. Et selon l'étude, la pub segmentée doit encore monter en puissance avant de générer plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2027. Merci Raphaël Porte, vous êtes directeur général d'Altis Media Adzen Connect, et merci Charlotte Eusen. Merci beaucoup. Vous êtes associé chez Tilder. C'est parti pour la chronique de Frédéric Roy. BFM Business, Hebdocom, la chronique média.
Frédéric, vous allez nous faire une chronique de qualité aujourd'hui. Je vais essayer, Rebecca, mais c'est pas gagné. En tout cas, c'est pas sûr qu'elle soit perçue ainsi par notre audience, puisqu'un sondage paru cette semaine montre que 54% des Français trouvent que la qualité de l'information délivrée par les journalistes ces dernières années s'est détériorée. Vous voyez que c'est un peu décevant au regard du travail que font les journalistes, vous et moi et toutes les équipes de cette maison. Mais bon, ce qui est important, c'est de mieux comprendre ce qu'on nous reproche, c'est-à-dire de faire preuve de partialité. Les journalistes, nous dit cette étude qui a été réalisée pour les assises du journalisme de Tours, diffusent des informations trop orientées. Ils devraient être beaucoup plus équilibrés, neutres par rapport à leur sujet. C'est une critique audible, mais en fait parfaitement critiquable. Pourquoi ? Parce que quand on est dans nos écoles de journalisme, on apprend à être impartial. Oui, bien sûr, mais c'est pas aussi simple que ça, parce que d'une part, un certain nombre de médias, on les consomme précisément parce qu'ils sont partiaux, ils sont pas neutres. On n'achète pas le Figaro, Libération ou l'Humanité par hasard. On n'écoute pas ou on choisit pas une chaîne de télévision ou de radio plutôt qu'une autre parce qu'on veut entendre des points de vue différents. Et c'est par définition donc des points de vue partiaux. Un éditorialiste impartial, ça n'existe pas, ou alors il fera pas long feu dans le boulot. D'ailleurs, certains sont tellement partiaux qu'ils finissent par devenir candidats aux élections. Et je ne parle pas des dernières, je me réfère à Georges Clémenceau, qui a commencé par ce métier il y a 150 ans. Voilà. Donc ce que vous dites, c'est qu'un journaliste ne peut pas être impartial. Ça dépend de ce qu'il fait, en fait. C'est toujours plus compliqué que ça. Quand son travail, c'est simplement de relater les faits, d'enquêter, de rapporter, oui, il est impartial autant qu'un humain peut l'être. Quand son boulot, c'est de donner son avis, naturellement, il ne l'est pas. Prenez, un journaliste sportif. Est-ce qu'il est impartial ? Évidemment, non. Qu'il soit chauvin ou pas, il prend forcément un peu parti pour une équipe, pour un joueur. Et si il le faisait pas, on lui reprocherait de pas le faire. Non, en réalité, le reproche qu'on fait aux médias de leur partialité, c'est simplement quand on n'est pas d'accord avec eux. Merci Frédéric Roy pour cette chronique. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais surtout sur toutes nos plateformes en replay, en podcast. Très bon week-end sur BFM Business. Hebdocom sur BFM Business.